Voilà. Donc je pense qu'on peut redémarrer. J'espère que les gens ont eu le temps de souffler un peu. Alors on va juste peut-être dérouler 2 ou 3 slides et puis nous serons en étude de cas 2, le cas de Nike, pour voir un peu est-ce que j'ai des entrepreneurs qui sont très aguerris en termes d'analyse de leur environnement ou non. Ok, donc c'est ce qu'on verra. On va maintenir les mêmes groupes et puis essayer de faire des analyses stratégiques. Hein. Alors, sur l'environnement démographique, hein, c'est totalement différent de l'environnement social. Ici, il faut s'intéresser un peu à la localisation géographique de votre site. Okay? La moyenne d'âge qui est constatée, n'est-ce pas, sur le milieu, n'est-ce pas, le milieu d'intervention. Et ça, c'est important aussi. Parce que si vous avez une population vieille, vous comprenez que votre cible n'est pas tellement parfaite, hein? Non? Voilà, donc relativement, il faut tenir compte de ces aspects-là. Et puis, dans l'environnement géographique, il faut voir également les mouvements migratoires. Pourquoi on doit s'intéresser à ça, selon vous, pour l'entreprise? Pourquoi on doit s'intéresser à ça? À cela. Allez-y, micro. On va avoir 2 micros là. Faites passer, s'il vous plaît. Pourquoi on doit s'intéresser au mouvement migratoire et quelle influence cela peut avoir, n'est-ce pas, pour le devenir de l'entreprise ou l'activité? Oui, vous pouvez allumer. Qui concerne les mouvements migratoires, donc il peut y avoir l'entrée de nouvelles populations qui peuvent avoir de nouvelles habitudes concernant leur consommation. Donc du coup, on est obligé ou bien on est amené à diversifier notre offre afin de satisfaire leurs besoins ou bien leurs demandes. Premier aspect important, c'est-à-dire voir un peu le comportement de ces flux migratoires. Pardon. Et l'autre aspect, parce que quand vous avez des mouvements migratoires importants, qu'est-ce que ça enseigne un peu? Oui, il y a 2 mecs qui se sont levés derrière. On peut leur passer le micro et puis... C'est important ce que vous avez dit, hein? C'est-à-dire le comportement quand même de ces populations migratoires. Oui, ensuite? Le mouvement migratoire peut avoir 2 effets. Oui. Plutôt positif ou bien négatif. Exactement. Moi, j'attends en plus qu'on me dise le côté positif et le côté négatif. Voilà, s'il y a un mouvement migratoire important, donc c'est un déplacement du clientèle. Donc vous avez une clientèle volatile. Voilà. On en a parlé hier. Ça veut dire que, attention donc si vous implantez dans des zones frontalières, ça peut marcher souvent, mais ça peut être un risque énorme quand même, parce que c'est des populations qui ne restent pas sur place, ok? Donc qui ne sont pas sédentaires, ok? Donc qui ont tendance à bouger. C'est comme l'histoire des Roms, vous les connaissez, les Roms, c'est ce qui ont leur camping-gaz un peu partout en Europe qui circulent d'un pays à un autre. C'est ça, ils circulent d'un pays à un autre avec leur camping-car. Hein? Les gitans, oui, c'est ça, ce qu'on appelle les Roms. C'est pas fixe et puis ça peut être un désavantage pour l'entreprise Donc si vous ciblez quand même ces populations, ou si vous ciblez quand même des zones à forte prédominance migratoire, il faut faire attention. Parce que votre part de marché risque d'être volatile, parce que vous avez en face de vous une clientèle qui est volatile. OK? Ça aussi, c'est un aspect important à mettre dans la migration. Maintenant, l'aspect positif, c'est que vous pouvez, si vous faites une bonne segmentation, avoir quand même une idée sur les habitudes de consommation de ces gens-là. Donc, ça peut être une clientèle supplémentaire. Mais attention, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Oui, allez-y, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Oui. Je veux dire que si quelqu'un peut-être implante son entreprise aux frontières entre, comme par exemple, le Sénégal et Guinée, donc, je pense qu'il y a des inconvénients. Alors, il faut peser dans la balance, c'est-à-dire ça peut être un avantage pour vous parce que vous êtes en train quand même
de cibler deux populations différentes. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire donc il y a deux habitudes de consommation que vous pouvez segmenter dans le cadre de votre portefeuille commercial. Mais on vous dit que vous ne devez pas vous glorifier. Parce que comme c'est deux frontières différentes, c'est des populations peut-être qui ont tendance à rapidement bouger d'une part et d'une autre. OK? Parce que comme ils sont dans la frontière, ils peuvent de part et d'autre être dans leur pays respectif ou non. OK? Donc dans la segmentation que vous allez faire, attention, ne vous dites pas que c'est une clientèle qui est acquise. Totalement. Donc il faut bien segmenter leurs besoins et voir également quelle est la clientèle cible que vous pouvez capter chez vous. OK? Parce que c'est une clientèle qui est volatile. La migration, c'est ça. La migration, il y a un pays d'accueil et un pays de destination. Oui. La migration permet aussi à notre produit de voyager. Parce que vu la migration pendulaire... Oui, c'est un autre aspect positif. Oui, voilà, une personne peut acheter le produit ici et à force de faire les va-et-vient, il peut faire connaître le produit à une autre personne qui est de l'autre côté. Mais j'espère que ce ne sera pas un produit de fraude. Non, ça... Parce que ça c'est l'aspect de la frontière aussi. Hein? Dès l'instant où votre produit... Je vous donne l'exemple. Hein, j'étais dans une mission, il y a cela... C'était en 2015 ou 2016 du côté de Dagana Richard Toll. Mais dans cette zone-là, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a une grosse industrie qui est là-bas. Mais vous savez qu'au niveau de cette localité, le sucre, n'est-ce pas, coûtait, n'est-ce pas, plus cher même à Dakar. C'est un paradoxe. C'est bizarre, hein? Moi je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un effet peut-être... Pardon? Je ne sais pas, moi je ne sais pas la raison, mais en tout cas le sucre, n'est-ce pas, est vendu au même titre que... En fait, je ne parle pas du sucre qui est sorti de l'usine, mais c'est des sucres qui se vendent un peu au niveau du marché, donc c'est plus la fraude, etc. Je ne sais pas. Est-ce que... Hein, pardon? Oui, certainement, mais la fraude doit être moins chère. Donc, a priori, c'est un peu contraignant. Hein? Oui, peut-être ça, une zone très surveillée et que les gens peut-être ont peur d'utiliser. En tout cas, moi, je continue à croire que ce n'est pas les populations qui bénéficient le plus quand même de ce produit-là. En tout cas, la leçon qu'on peut retenir, c'est que quand on est dans une zone frontalière, attention, tout n'est pas gagné d'avance. Okay? Il faut bien étudier les flux migratoires et voir les populations, les cibles qui peuvent peut-être être captées dans votre portefeuille et les autres, vous les considérez comme une clientèle volatile. Okay? Donc, ne pas avoir une estimation glorieuse, oui. Il y a aussi le fait que les migrations peuvent aussi ne pas concerner les zones frontalières entre deux pays. Donc, ça peut se passer au sein même d'une même région, d'un même pays, quoi. Absolument. Donc, je l'ai observé à Saint-Louis. Oui. Donc, la ville de Saint-Louis, c'est une ville moyennement peuplée. Maintenant, j'ai observé au niveau de l'université Gaston Berger. Donc, c'est une université qui a plus de 10 000 étudiants. Donc, j'ai remarqué que j'avais une sœur qui avait ouvert un restaurant, donc non loin de l'université. Donc, en année scolaire, il y a une forte affluence. Oui. Donc, pendant les vacances, ça se répercute sur son chiffre d'affaires. C'est une population saisonnière, quoi. Oui, saisonnière. Donc, c'est ça aussi. Parfois, ce sont les étrangers qui résident là-bas, ceux qui viennent des autres pays, qui ne vont pas faire leurs vacances. Et ça, c'est quand même une proportion un peu faible. Quoi. Minime, c'est ça. Donc ça aussi, il faut, dans votre étude de marché, il faut bien intégrer ça, l'aspect sociologique également. Et au niveau du transport, et certains commerçants au marché, ils le ressentent. Oui, absolument. Les taximens et les bus, donc ils constatent qu'il n'y a pas une forte clientèle pendant les 3 mois de vacances. Absolument. Donc ça aussi sont et donc, si vous implantez par exemple du côté des universités, des écoles, etc., ou des projets qui sont plus orientés vers des populations voilà, avec une certaine saisonnalité, il faut faire attention. Dans le lissage de votre chiffre d'affaires, il faut tenir compte de ça. C'est ce que j'appelais hier la haute conjoncture, la basse conjoncture et la modérée conjoncture. Ne pas considérer que votre chiffre d'affaires, c'est acquis. Non. OK? Voilà. C'est bon? Le dernier slide, je pense qu'on avait parlé de ça, c'est l'environnement également social et éthique aussi. Ça aussi, je pense qu'il faut bien, n'est-ce pas, l'intégrer. Quand on parle de social et éthique ici, c'est le principe de la RSA. OK? Alors,
une des raisons importantes de l'entreprise, c'est de savoir qu'elle doit traiter ses employés selon les règles d'éthique. C'est important. Le manager doit avoir de l'éthique. OK? Et le traitement que vous devez faire quand même de vos employés, ça doit être un traitement avec de l'éthique. De l'éthique et de l'équité aussi. Il y a une différence aussi. L'éthique, c'est-à-dire, c'est des principes qui consistent à ne pas quand même bafouer, n'est-ce pas, les règles de base. Alors que l'équité, c'est essayer quand même de savoir un juste équilibre. C'est important, oui. Oui, allez-y. Donc, quand vous avez abordé cet aspect éthique, donc c'est lié un peu au salaire. Donc, aussi au Sénégal, quel est le SMIC qui a été défini? Ah oui, le SMIC, c'est 52 000 francs. Hein. Depuis le juin 2018, ça a été rehaussé. Avant, c'était 32 000. Et depuis le mois de juin 2018, le SMIC est à 52 000 francs. Le taux horaire, c'est maintenant 300 francs, au lieu de 200 francs. Donc, 52 000 francs. Donc, ça aussi, vous ne devez pas payer les gens au deçà du SMIC. Hein. Même si c'est un gardien ou, voyez un peu. On est d'accord? Voilà, ça aussi, c'est de l'éthique. Hein. C'est purement ça. Faire en sorte que vraiment qu'on puisse appliquer quand même des principes de base en humanisme, quoi. C'est ça. D'accord, un chef d'entreprise par essence, c'est quelqu'un qui a le cœur dur. Mais c'est quelqu'un qui doit appliquer également les principes d'éthique. C'est ça. Hein? Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le salaire minimal qu'une entreprise ne doit pas quand même ne doit pas descendre, n'est-ce pas, pour en tout cas un employé. Donc si vous prenez un gardien qui n'a pas peut-être des qualifications, etc., vous ne devez pas lui payer en deçà de 52 000 francs. Et ça, c'est depuis juin 2018. On est d'accord? Oui? Oui. Oui, parfois, une entreprise peut naître sans pour autant que son initiateur ait déjà fait au préalable une étude de marché, etc. Sans faire son business plan. Mais son idée de création lui est venue et ensuite il a les possibilités de créer son entreprise. Maintenant, puisqu'il démarre son entreprise, est-ce qu'il peut se permettre de payer, par exemple, de respecter, par exemple, cette... C'est l'erreur à éviter. C'est-à-dire, une entreprise, on a dit, c'est une organisation structurée qui est caractérisée par un certain nombre de principes. Soit on a une entreprise, soit... Vous savez, dès l'instant où vous considérez que vous avez une entreprise, vous devez avoir une reconnaissance juridique. Vous voyez un peu? Et la base de ça, c'est que derrière, il faut faire un business plan. C'est-à-dire la pire, n'est-ce pas, des erreurs à éviter, c'est de s'aventurer sur une activité dont on n'a pas quand même les tenants et les aboutissants. Ça, on le dit tout de suite. Hein. Il faut avoir un plan d'affaires en bandoulière. Sans cela, vous allez utiliser toutes les actions nécessaires par-ci, par-là, mais vous allez être confronté à des difficultés après. Parce que c'est parce que vous jouez sur l'intuition. Une entreprise, ce n'est pas du pilotage à vue. Une entreprise, c'est une direction. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de direction. La direction, c'est que vous avez le volant. Vous avez votre rétroviseur. Vous connaissez un peu là où il faut, n'est-ce pas, là il faut y aller, n'est-ce pas, etc. Et éviter quand même d'être confronté à des dos d'âne aussi, parce que vous avez des freins. Vous voyez un peu? Donc c'est une direction. En tout cas, la première des choses que moi je vous conseille, c'est que ne vous aventurez jamais sur le démarrage d'une activité, le fait de dire que je vais commencer et puis je verrai mon business plan. Tous les projets qui tombent à l'eau, c'est ça. Parce que c'est du pilotage à vue. OK? Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Voilà. L'entreprise a des responsabilités à l'égard de ses consommateurs. On est en train vraiment de faire un peu de... un clin d'œil, n'est-ce pas, à l'environnement sociétal. Hein. On dit que l'entreprise a des responsabilités à l'égard des consommateurs. On va le voir par rapport même à Nike. Qu'est-ce que ça veut dire ici?
Qu'est-ce que ça veut dire? Les clients ici, quelles sont les responsabilités qu'une entreprise doit avoir envers ses clients? Oui. Oui. La qualité, oui. La qualité, Oui, donc un la aspect qualité important. des produits Oui. et respecter aussi les délais, Oui. Mais des produits adaptés aux besoins du client. besoins. C'est important aussi. C'est important, c'est une lourde responsabilité pour une entreprise. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans la caractéristique du produit qu'il y a tel ingrédient et que le client ne se retrouve pas dans ça. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de produits qui sont dans ce cas. Il faudra respecter quand même ce principe de responsabilité. Produits de qualité, le respect des délais de livraison, mais également des produits adaptés. Peut-être, oui, allez-y. Allez-y. Pour ce qui concerne les responsabilités de l'entreprise, par rapport aux consommateurs, on peut aussi dire que l'entreprise doit connaître la psychologie de ses cibles afin de pouvoir distinguer ses besoins et ce dont il a envie, juste pour pouvoir le satisfaire ou l'enthousiasmer. Absolument, c'est ce qu'on parle. On parlait tout à l'heure de produits adaptés aux besoins. Il y a tout ça, la psychologie, les habitudes, l'aspect, oui. On peut aussi parler du bon service à la clientèle. Très bien, un service après-vente, un SAV aussi. Ça, c'est un principe également que vous devez intégrer dans votre management en tant qu'entrepreneur. Vous savez, les gens savent bien vendre, mais les gens ne savent pas quand même entretenir un client. Le service après-vente, la réclamation, la gestion de la prise en charge de la réclamation, etc. Vous savez, un client content, on peut le fidéliser. Mais un client qui est mécontent, mais il vous détruit. Il va détruire même votre portefeuille parce qu'il va dire toujours de mauvaises choses, n'est-ce pas, sur vous. Et donc, c'est l'effet. C'est le téléphone arabe ici. Hein? Vous savez, le client, avec l'autre client, c'est le téléphone arabe. De bouche à oreille. Et c'est plus destructif même que tout ce que vous allez faire en action de communication. Donc, il faut bien gérer le SAF, oui. Oui, proposer également des prix répondant au pouvoir d'achat des clients. Voilà, au prix. Ça aussi, c'est important. Tout ça, on peut l'intégrer dans les produits adaptés aux besoins, qui tiennent compte un peu du niveau de revenu, également du niveau de satisfaction aussi. Donc, vous avez une responsabilité. Hein. Ne pensez pas que le client, on doit subir une agressivité commerciale. Là. Voyez un peu, le client est roi. Ce n'est pas pour rien que le client est roi. Parce que si vous le dites, le client va se sentir plus à l'aise. Donc, c'est à vous de savoir que, en matière d'éthique, le client doit avoir des produits adaptés. Le client doit avoir un service après-vente. Le client doit également se sentir à l'aise dans l'utilisation des produits, etc. Donc, ça aussi, c'est une ligne de responsabilité. Le dernier élément, l'entreprise a des devoirs envers ses actionnaires. Ses actionnaires, c'est ses associés. Et quel est le devoir ou quels sont les devoirs qu'une entreprise doit avoir envers ses actionnaires? Oui? Par rapport à la rentabilité économique, les actionnaires devront recevoir leurs dividendes à la fin de l'année. Absolument. Vous avez un devoir de distribution de dividendes. Vous avez un devoir de distribution des dividendes. Parce qu'encore une fois, l'entreprise appartient aux actionnaires. L'entreprise n'appartient pas aux salariés. On est d'accord? Oui. L'entreprise n'appartient pas aux salariés. Les salariés contribuent, n'est-ce pas, dans le facteur travail et ils sont rémunérés sur la base du salaire. Mais ce sont les actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise. Monsieur? Oui? Par rapport aux employés, on ne peut pas avoir un cas où les employés vont recevoir à la fin de l'année comme des dividendes aussi. Oui, si on leur permet, n'est-ce pas, d'avoir des actions dans Et même s'ils ne sont pas le actionnaires, capital. Ah non? au cas où ils ne sont pas actionnaires. Ah non. Et ça, c'est ce qui va décider de ça, c'est les actionnaires. Si vous avez droit, par exemple, à un 13e mois ou en prime, n'est-ce pas, de rendement, n'oublions pas que c'est les actionnaires qui définissent ça. Parce que c'est eux qui vont distribuer quand même les rôles. Mais encore une fois, l'argent, n'est-ce pas, de l'entreprise appartient aux actionnaires qui ont investi, n'est-ce pas, leur capital financier. Ça, c'est un. Là, oui? Les actionnaires doivent être aussi informés par rapport à la prise de décision. Absolument. C'est eux qui...
Et souvent même, la confusion de rôle, c'est lorsque vous avez un dirigeant et un dirigeant qui est PDG en même temps. C'est-à-dire, il faut que le dirigeant sache qu'il a une mission de mandataire. Parce que quand on est dirigeant, directeur, il n'est pas dit forcément que l'entreprise t'appartient. Et donc, vous ne devez prendre des décisions que sur la base de ce que les actionnaires vous disent. Et c'est les actionnaires qui définissent les orientations et les politiques, n'est-ce pas, stratégiques de l'entreprise. Maintenant, à charge maintenant au mandant, c'est-à-dire aux dirigeants d'appliquer ces règles. OK? Il y a un devoir d'information et un devoir également de retour de l'information. OK? Oui. Une question en ligne. Oui, allez-y. Il y a M. Mamour Ndaw depuis Wakam. Oui, M. Ndaw, oui. Il dit, selon la position de l'entreprise, est-ce qu'il faut se positionner pour viser sa clientèle ou pour ses fournisseurs? Alors, les deux, hein, parce que l'entreprise doit pouvoir identifier de façon très claire la qualité de ses fournisseurs. Parce que si vous sélectionnez des fournisseurs qui ne peuvent pas respecter les engagements, donc vous avez des problèmes de politique de stockage même ou de rupture. Donc l'entreprise doit bien utiliser même une politique de scoring, ce qu'on appelle les politiques de scoring. Les politiques de scoring, c'est des politiques de notation même de ses fournisseurs, en termes de délai, en termes de paiement, en termes également de qualité de service. Aussi, pour la clientèle, c'est de même, parce que autant les banques nous font ce qu'on appelle une politique de scoring. Vous voulez prendre un crédit, la banque va voir quelle est la solvabilité quand même du client. Autant aussi, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez utiliser quand même des critères de notation de la clientèle. Comment choisir sa clientèle, comment fidéliser sa clientèle, comment sélectionner également sa clientèle. Vous savez, il y a des politiques de scoring, hein, des méthodes de scoring qui permettent de savoir sélectionner rapidement les bons clients et de ne pas se tromper sur les mauvais clients. Parce que en fin d'année, vous aurez un problème dans votre bilan. Il y aura un poste qui sera toxique, c'est le poste portefeuille de créances douteuse. C'est-à-dire des gens à qui vous avez donné la marchandise au début et à la fin, ils ne vous payent pas. Et souvent, ce qui se passe comptablement, vous êtes obligé de provisionner. C'est ça aussi. Donc, ça s'applique aussi bien pour la clientèle que pour les fournisseurs. Oui? Monsieur, là, si on parle d'actionnaires, en général, c'est dans les SA, les sociétés anonymes. Non, pas forcément. Alors, pour les SA, oui. Pour les SARL, on parle d'associés. Mais vous savez que la frontière est très étanche. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau, hein, parce que dès l'instant où je suis associé, je suis actionnaire. OK? Parce que dans l'OADA, on dit carrément que pour les conseils d'administration, c'est dans les SA. Oui, absolument. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque vous avez une société de capitaux, telle que la SA, ici, on parle, n'est-ce pas, d'actionnaire. Hein, d'actionnaire. Alors que si c'est une SARL, on parle d'associés, parce que là-bas, il y a plus une expertise en industrie qui est apportée, etc. Mais un associé, c'est un actionnaire. C'est ça, parce que vous avez des parts, n'est-ce pas, d'actions qui vous permettent d'être rémunérés sur la base de la part solidairement, n'est-ce pas, amenée. Oui. Mais selon l'OADA, c'est bien spécifié. Hein? Actionnaire, quand il s'agit de SA et SARL associés. Mais c'est très étanche. Oui. Oui. Allez-y, prenez le micro. Et par rapport au conseil d'administration en faveur d'une SARL? Oui. Alors, on parle plus de comité de surveillance ou de tout ce que vous voulez maintenant, parce que le conseil d'administration est plus approprié, en tout cas pour le cas des sociétés de capitaux. Mais lorsque vous avez une SARL ou une société individuelle, on préfère avoir, n'est-ce pas, un terme plus allégé que conseil d'administration, l'organe délibérant, etc. OK? Vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez, mais voilà. Ça peut être un conseil de surveillance, un comité de surveillance, un comité de direction même, etc. OK? Voilà. Très bien. Oui, c'était par rapport au devoir de l'entreprise envers ses actionnaires. Je dis que dans le cadre d'une société coopérative, là aussi, je pense, l'entreprise coopérative a le devoir de distribuer, non pas ses dividendes, mais plus ce qu'on appelle ristourne en quelque sorte. Parce que là, il y a des sociétaires qui sont en même temps salariés
en même temps, disons, actionnaires, parce qu'ils participent au capital Oui. social de l'entreprise coopérative. Oui. Donc, on paye, ils reçoivent un salaire. Un salaire, oui. Et à la fin de chaque année, ils reçoivent ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle un peu dans le langage, hein, le ristourne. Le ristourne. Bon, le ristourne, c'est en matière commerciale, attention. L'équivalent un peu... Le ristourne, c'est en matière commerciale, mais peut-être dans les sociétés coopératives, je comprends un peu la nuance, hein, parce que dans les sociétés coopératives, c'est le cas même des mutuelles que vous voyez, un peu, les mutuelles d'épargne coopérative. Alors ici, dès l'instant où vous allez ouvrir un compte au niveau d'une mutuelle, on vous considère comme membre ou sociétaire. C'est-à-dire vous avez une part ou des parts sociales, n'est-ce pas, dans l'institution. Maintenant, vous avez deux types de rémunération ou deux types de services. La mutuelle va vous rémunérer sur la base de ce que vous avez comme part sociale. OK? Mais le deuxième service qu'on peut vous proposer, c'est que c'est des services en général non financiers, en termes de formation, en termes de sensibilisation, etc. Donc ça, il n'est pas dit que forcément dans une société coopérative, vous avez deux rémunérations. Mais vous pouvez avoir une rémunération sur la base des parts sociales, mais vous pouvez avoir d'autres services quand même non financiers qui vous permettent un peu de se sentir plus à l'aise en tant que membre coopératif. OK? D'accord. Voilà, c'est ça. Merci bien. La formation, l'assistance à la santé, etc. OK? Oui? Allez, prenez le micro. Je veux savoir pour les SA, en fait, pour le conseil d'administration et entre le conseil d'administration et la direction générale, est-ce que puisqu'il y a un comité de contrôle ou d'inspection, maintenant est-ce que c'est préconisé que ces comités soient sous les ordres de la direction générale ou bien du conseil d'administration? Alors, il faut savoir que dans la gouvernance d'une SA, toutes les tâches sont bien définies. Parce que ce qu'on peut accepter à une SARL ou une société individuelle, on ne peut pas l'accepter à une société de capitaux où le capital de base est 10 millions. On est d'accord? Donc, dans la configuration même administrative d'une SA, vous avez souvent on parle d'administrateur même. Parce que dans une SA, on parle d'administrateur ou vous pouvez même administrateur, directeur général. Hein? Parce que non seulement lui, il fait partie de l'administration, du conseil d'administration, mais il est directeur général. En haut, vous avez ce qu'on appelle le conseil d'administration, qui est composé de l'ensemble des actionnaires. Et il peut y avoir même un représentant, n'est-ce pas, du syndicat ou, n'est-ce pas, du personnel. En bas, n'est-ce pas, du comité, n'est-ce pas, de direction, c'est-à-dire de la direction générale, vous voyez maintenant deux branches qui sont importantes. C'est tous les services, en général, qui ne dépendent pas d'un département opérationnel, mais qui sont indépendants. C'est souvent le service de contrôle de gestion. Il est rattaché directement à la direction générale. Maintenant, dans un conseil d'administration, le contrôleur peut être amené, n'est-ce pas, à faire des rapports d'études et les communiquer, n'est-ce pas, au conseil d'administration. Mais il faut effectivement que le directeur général valide ça. Donc, l'indépendance du contrôleur de gestion n'est pas aussi à 100%, parce qu'il est sous la tutelle de qui? Du directeur. Donc, même s'il est convoqué, n'est-ce pas, en conseil d'administration, c'est le directeur général qui va l'inviter. Et c'est le directeur général qui va valider, n'est-ce pas, son rapport. Maintenant, le rapport qu'il va présenter, on peut lui poser des questions sur la démarche, etc. Maintenant, s'il y a des anomalies qu'il a détectées, il peut les soulever. C'est pourquoi il est difficile d'être un contrôleur de gestion dans une société anonyme. Dans la plupart des cas, soit vous êtes en conflit avec le directeur, soit vous êtes en conflit avec le personnel, parce qu'on vous voit comme un perturbateur. Et vous ne dépendez d'aucune structure fonctionnelle. Il est rattaché directement à la direction générale. C'est comme le service audit, contrôle également. Donc c'est des métiers un peu ingrats, parce que tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut vous mettre, n'est-ce pas, sur une dynamique, c'est là. Mais il est sous la coupole, bien sûr, de la direction générale.
Mais il est rattaché directement au directeur général. Pour la SARL, toujours c'est la même. En fait, c'est plus allégé parce que pour la SARL, vous avez un comité de surveillance qui est toujours là, mais vous pouvez avoir un service d'audit et de contrôle. C'est la même chose. Hein? Maintenant, pour la SARL, il faut savoir que le contrôleur n'est pas tellement autorisé à siéger au niveau du comité de surveillance, sauf exception. Sauf exception. Alors que pour la SA, c'est obligatoire. On peut lui demander de venir. Parce que là-bas, les enjeux financiers sont plus importants. Et il y a une très lourde responsabilité même de sa part. OK? Très bien, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît, parce que sinon... Oui? Oui, faire passer. Faites passer le... Oui, allez-y. Et monsieur, pour les SARL, oui. Un certain niveau de capital. 100 000 francs. Oui, 100 000, c'est... Capital de base. Capital de base. Ouais. Mais à un certain niveau de capital, donc s'il est atteint, il y a obligation de nommer un commissaire au compte. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, en fait, le commissaire au compte même, il est recommandé même. Lorsque même vous mettez en place une SARL, c'est recommandé. C'est-à-dire, n'attendez même pas d'atteindre, n'est-ce pas, ce capital de minimum, parce que le commissaire au compte vous aide à deux niveaux. De faire l'audit de vos comptes, mais de vous aider un peu à améliorer vos procédures. Donc, si vous avez les moyens ou les capacités financières de pouvoir avoir, n'est-ce pas, un commissaire au compte, il faut l'avoir. Parce que ça vous aide un peu à améliorer vos procédures en matière, n'est-ce pas, de... Oui? Il peut être aussi vu dans un angle comme une autorité de surveillance dans l'entreprise. Pardon? Mais il peut être aussi vu dans un angle comme une autorité de surveillance. Non, il est externe, parce que lui, il vient comme, n'est-ce pas, pour vous appuyer dans l'audit des comptes, pour la régularité des opérations, tout ça. N'oublions pas que le commissaire au compte, le 4, on l'appelle 4, c'est un audit externe. Alors que toute entreprise doit avoir même un système de contrôle et d'audit interne. Il vient juste vous aider, n'est-ce pas, à un peu régulariser un certain nombre d'opérations ou éviter les risques de fraude, etc. Mais il ne doit pas être vu comme un surveillant. Il vous oriente, il vous dit ce qui est bien à faire, est-ce que vos états financiers sont sincères, est-ce que, etc., etc. OK? Mais il ne doit pas être vu comme un surveillant parce que lui, il fait une mission, d'audit, il repart. OK? Voilà, chers amis. Donc, je pense qu'on peut rapidement aller en travaux de groupe pour au moins sur le cas de Nike. Bon, on va être plus pragmatique. Chaque groupe va travailler sur 2 questions. OK? Comme ça, après, on fait le reporting avant 16h, Inch'Allah. On y va. Donc, on peut se retrouver en travaux de groupe. Il y a 6 questions. Vous lisez bien le cas de Nike parce que c'est un cas quand même qui est assez intéressant. Bon, on peut garder pour les autres. Hein? OK? Donc, essayez de vous regrouper rapidement en travaux de groupe. Bon, le premier groupe va prendre les 2 premières questions. Le deuxième groupe va prendre les 2 questions qui suivent. Le dernier groupe va travailler sur les 2 dernières questions. OK? On va se donner... Il est quelle heure là? 12. Donc, à 35, on peut corriger rapidement. OK? Voilà, s'il vous plaît. Hein? Voilà, c'est bon, on corrige. Premier groupe, alors on va systématiser là, parce qu'avant qu'on ne se quitte, vous allez me faire un travail de veille pour demain. Donc, si on peut, chaque groupe aura 5 minutes hein, pour répondre aux questions, s'il vous plaît. Premier groupe, est-ce qu'on peut leur passer le micro? Pour la question numéro 1, on nous a posé quelles sont les décisions prises par la direction pour atteindre les objectifs de production. Nous avons dit que la direction a agi sur l'environnement, sur le micro-environnement, à travers une réduction des coûts de production par la délocalisation dans les pays les moins chers du monde. Aussi, ils ont maintenu l'innovation. Et aussi, on décide... Alors, il faut nous expliquer un peu la réduction des coûts de production. Ça consiste en quoi? En fait, le fait de délocaliser, ça leur permet
de trouver dans un autre pays une main-d'œuvre qui est disponible. Une main-d'œuvre disponible, abondante, hein, et moins chère. Et moins cher. D'accord, très bien. Donc c'est ça. L'innovation aussi, c'est un maintien de l'innovation qu'ils ont décidé de mettre en place. À travers la mise en place. Alors l'innovation leur a permis quoi? Parce qu'il faut voir hein, ce que vous voulez dire par là. Ils ont innové, mais dans quelle optique? Parce que l'entreprise a agi sur le micro, vous le dites. micro, oui. D'accord, la maîtrise des coûts de production et le fait de développer une innovation. Dans quelle finalité? Ou à quelle finalité? C'est dans la finalité d'augmenter la production. Rester leader. D'accord. Rester leader sur le marché. Et on parle de Nike, hein, tout le monde, oui. ok? Pour les gens qui nous suivent, donc on parle de l'entreprise Nike. Et aussi, ils ont augmenté la productivité en imposant aux sous-traitants une productivité de 350 chaussures par salarié. Très bien. Donc aussi l'absence de prise de risque. D'accord, très en bien. obligeant les sous-traitants à assumer. Et hier, on l'avait vu, la direction fixe des objectifs généraux. OK? Et la fonction de production va exécuter. OK? Très bien. Excellent. Donc, Nike a agi sur le micro-environnement. Très bien. Deuxième sous-groupe. Donc, s'agissant pour la deuxième question, donc, il s'agit donc d'identifier les conséquences de la politique de production de Nike sur l'environnement des pays dans lesquels les sous-traitants sont implantés. Très bien. Donc, premièrement, donc, on peut citer sur l'environnement socio-économique, on note une démotivation donc, des salariés. Parce que les une démotivation des salariés. En quoi faisant? Les salaires sont très basses. D'accord. Il y a aussi donc sur l'environnement géographique, donc on peut noter donc une dégradation donc, de l'environnement. Pour comment? Voilà, parce que quand il y a une production, donc ça veut dire qu'il y a des matières premières qui sont utilisées. Est-ce que ce n'est pas l'environnement ici? Non, j'ai dit l'environnement en tant que tel, quoi, je veux dire. Voilà, l'environnement en tant que tel. Voilà, il y a beaucoup plus de pollution par rapport à l'environnement. Et pour ce qui est donc de l'environnement politique, il y a une instabilité parce que donc par rapport au bas salaire, donc ça indique donc qu'il y a une vague de contestation. Et là donc ça participe à l'instabilité donc d'un pays, bien du climat socio-politique. Et en dernier lieu, il y a aussi donc l'environnement économique. Donc non seulement c'est vrai, ils ont créé donc beaucoup d'emplois. Voilà, donc là c'est quelque chose de positif. Mais aussi donc on peut aussi noter donc une faillite donc des entreprises parce que ils leur laissent donc le risque donc de production. Ça veut dire que donc il y a des mais il y a la sous-traitance, hein. Voilà, maintenant comment la présence de Nike peut à la limite, parce que dans le texte on dit que Nike a des concurrents directs, c'est Reebok, etc. Maintenant, ce que je ne comprends pas, est-ce que la faillite des entreprises là, c'est au niveau de à quel niveau? Parce qu'il y a une sous-traitance qui est développée au niveau de ces pays, n'est-ce pas, d'implantation. Voilà. Je pensais que la sous-traitance permettait d'avoir plus d'emplois là-bas. Oui, là, ça crée beaucoup plus d'emplois, mais au niveau donc, des sous-traitants, donc ça veut dire qu'ils leur laissent le risque donc, de production, qui sont quand même très élevés. Donc là aussi, donc, il y a des entreprises qui peuvent, à un moment donné aussi, ne pas pouvoir donc, atteindre les objectifs. Donc, les limites, parce qu'ils ont des exigences, voilà, donc 350 chaussures par mois, par salarié. Donc là aussi, ça influe même aussi. En moyenne, chaque salarié doit fabriquer combien 350 chaussures. Par mois. Par mois. Voilà. Donc en moyenne, 10 chaussures, ou plus de 10 chaussures hein, par jour. Même sur le santé aussi du salarié, là, c'est à revoir. D'accord. Donc vous, si on pesait dans la balance, est-ce que vous pensez que cette politique de délocalisation de Nike a plus de conséquences négatives ou positives? C'est difficile à dire. Bon, je vous attends dans ça. Je vous pose une question directe là. Donc, je peux répondre ou bien? Oui. Voilà. Rapidement. Effectivement, donc, de manière personnelle, donc, je peux dire que c'est positif. Parce que dans ces régions, exemple en Asie, donc, ils ont, comme on peut dire, donc c'est la main-d'œuvre facile. Donc, c'est pas trop donc, le problème donc, de gagner. Voilà. Donc, mais maintenant aussi, mon inquiétude se réside donc sur l'environnement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de production et là aussi ça affecte, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus aussi de pollution par rapport lié à l'environnement, quoi.
D'accord, vous êtes un écologiste maintenant. Voilà. Et non plus, n'est-ce pas, un manager. Très bien. Partager. Très bien. Dernière intervention avant qu'on passe au... Juste pour ajouter deux ou trois trucs. Je pense qu'il y a un micro, l'autre micro qui est... Ça dépend de la position. Si je suis, par exemple, Nike, je dirais que il y a une net avantage sur ça. Parce que Nike, ce qui l'intéresse, c'est juste leur chiffre d'affaires qui croissent deux années. C'est une multinationale, n'oublions pas que c'est une multinationale. Concernant les sous-traitances ou bien même au niveau de ces pays-là, certes, le travail est important, mais aussi il y a la santé qui est là. Absolument. Santé environnementale, santé humaine même. L'éthique aussi, dont on parlait tout à l'heure. Parce que les responsabilités envers... Une personne est différente d'une machine. Et là, on voit nettement que Nike essaye de... N'intègre pas l'aspect humain. Il y a une Ça aussi, c'est important. Vous êtes des managers, certes, mais vous n'êtes pas des robots aussi. Je l'ai dit le premier jour, il faut éviter une robotisation à outrance. Ça aussi, c'est... Alors, vous voyez un peu les conséquences négatives des politiques de délocalisation. C'est une bonne transition pour passer au groupe 2. Rapidement. Vous êtes scindé également en deux sous-groupes ou un seul sous-groupe? Hein? D'accord, très bien. Allez-y, répondez rapidement aux questions. Est-ce que l'autre groupe a... C'est bon? Tout le monde a... Ok, très bien. Bonjour. Je vais répondre à la question 3 qui est la suivante. Identifier les acteurs qui dénoncent les pratiques de Nike. Très bien. Ici, les acteurs, on a ouvriers grévistes, syndicats et ONG. Comment tente-t-il d'agir sur la politique de production de Nike? Pour les grévistes, les ouvriers grévistes, au lieu de produire 350 chaussures par mois, ils vont essayer de produire moins. Et ils vont aller en grève et ils vont produire moins de 350 chaussures par mois. Bon, est-ce que ça c'est... Est-ce que ça c'est une action qu'on peut retenir? Non, on peut dire que c'est une diminution de la production. Et comme Nike avait fixé, comme Nike ne produit pas... Quelle est la question? Rappelez-moi la question. Comment tente-t-il d'agir sur la politique de production? Voilà, comment tente-t-il d'agir sur la politique de production? C'est la diminution de la production. Est-ce que vous pensez que le travailleur peut faire... on lui fixe un objectif de production dans un pays où le taux de chômage est élevé. Vous refusez quand même de... Ici, on pense plutôt à des actions de pression et de lobbying pour amener, n'est-ce pas, Nike à avoir quand même une meilleure politique de responsabilité sociétale. Vous voyez un peu? C'est là. Mais il n'y a pas que les ouvriers, il y a les syndicats. Oui, c'est là où il faut insister. Voilà. Il y a les ONG comme... Parce que les syndicats, les ouvriers sont dans des syndicats. Carrément. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'État et les syndicats. Les ouvriers peuvent se réunir, peuvent se regrouper en syndicats. Et là, ils auront beaucoup plus de force. Oui. Mais aussi, il y a les ONG comme Organisation mondiale des travailleurs, Organisation mondiale des droits de l'homme, qui peuvent influencer... Et l'État dans tout ça? L'État, bien sûr. Comment? L'État peut être considéré comme un comité de régularisation par rapport à quoi? Aux conditions de travail? Déjà, il y a le problème des conditions de travail. Et on l'a dit un peu, il faut respecter la réglementation en matière quand même en matière de travail. OK? Et de réglementation également en matière de responsabilité sociétale. D'accord, vous produisez beaucoup chez nous, mais il faut également essayer quand même d'avoir des actions alternatives dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, etc. Allez-y, quelqu'un d'autre peut... Question 4. En quoi les actions de ces parties prenantes peuvent-elles s'avérer être un problème pour l'organisation? Oui. Si on parle de l'organisation, c'est Nike directement. Oui. On peut considérer en premier lieu la réduction de la production. D'accord. Ce qui va engendrer une réduction du chiffre d'affaires. Bon, par exemple, donnez-nous un cas concret. Si, par exemple, l'État dit à Nike, il faut peut-être revaloriser les salaires, ou il faut revoir les conditions de travail, ou le nombre d'unités, n'est-ce pas, à produire par Et employé. là, on peut considérer une augmentation de la masse salariale. Pour Nike, oui. Pour les sous-traitants.
Bon, d'abord en fait, n'oublions pas que Nike et la sous-traitance ont signé ce qu'on appelle des contrats de sous-traitance. Donc, en réalité, Nike détient quand même le contrat d'exclusivité. OK? Un peu. Donc, toute incidence dans la production va avoir un impact dans la sous-traitance. Et donc, le danger, c'est que si on demande à Nike de revoir à la baisse un certain nombre de clauses contractuelles ou à la hausse, ça peut se répercuter même sur la sous-traitance. Je travaille avec 100 sous-traitants, donc je décide de travailler avec 50 sous-traitants. Vous voyez un peu le problème de délocalisation? Ça détruit un peu beaucoup de pays. Okay? Donc, avant de délocaliser votre entreprise ailleurs, il faut... Il y a le problème aussi de la mauvaise image. Oui. Au niveau international. Au niveau international par rapport à... Pour quelqu'un qui veut porter la marque Nike? Il va se dire que non, je ne vais pas porter le Nike parce que... Parce que ça vient, n'est-ce pas, de l'Asiatique qui a été exploité. Oui, c'est ça. Oui, bon, il y a quelqu'un qui a porté quand même... Hein, et par hasard. Hein? Mais avec 23 000 salariés et le surplus dans l'activité de communication, est-ce que ça peut faire un écho par rapport à Nike? Ah, pardon? Non, il faut voir l'aspect, en fait, l'impact indirect aussi. Ce n'est pas seulement des employés, mais c'est leur famille, c'est les syndicats, c'est la presse qui est le quatrième pouvoir, etc. Donc l'implication est plus négative du point de vue même de l'image et de la notoriété. Ok, très bien. Vous complétez avant qu'on passe à l'autre groupe, s'il vous plaît. Est-ce que dans l'impact que ça peut avoir sur l'organisation, on peut ajouter également, par exemple, s'il y a pression des grévistes, pression des syndicats, pression des ONG, etc., ça peut faire agir l'État en imposant Nike, par exemple, de revoir les conditions de travail. Oui, c'est ce qu'on disait. Amélioration des conditions de travail. Et l'État doit être le garant de la stabilité sociale. Voilà, et cela, ça peut faire augmenter la masse salariale de Nike. Absolument. Donc, effectivement, ensuite, une réduction également des marges bénéficiaires. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, absolument. Réduction des marges bénéficiaires. Et cela, ça peut impacter également si, par exemple, Nike ne réduit pas le nombre de contrats de sous-traitants. Ça peut amener à ce que, au lieu de maintenant continuer à mettre le coût qu'il mettait pour produire de qualité, il réduit le coût là. Et ensuite, ça répercute maintenant sur la l'impact qualité. sera plus quantitatif. Hein? Ouais. Parce qu'en général, les multinationales ont cette ingéniosité quand même de respecter un peu les normes de qualité. Voilà. Mais là où il y a le plus de problèmes, c'est au niveau contractuel avec la sous-traitance ou avec même le... Voilà. Maintenant aussi, si c'est réduit par exemple le nombre de sous-traitants, ça peut amener des chômages dans quelques pays où ces sous-traitants étaient implantés. Quoi. Absolument. Ou essayer même de voir une deuxième délocalisation. Vous savez, c'est ce qui a un peu créé beaucoup de problèmes dans les pays européens. On va là où la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Aussi, ça peut provoquer la fuite des cerveaux. Parce qu'il y aura certains experts qui vont aller vers la concurrence. D'accord, très bien. Au niveau interne ou au niveau externe? Au niveau interne. Interne, d'accord. Les concurrents comme Adidas, D'accord, très bien. Ils sont implantés là-bas? Ils vont apporter l'expertise qu'ils bénéficient au niveau de Nike vers ces concurrents. Peut-être il y a une question, il y a un point peut-être qu'on n'a pas abordé. Et le problème du transfert technologique. Est-ce qu'il y a un groupe qui a abordé ça? Le transfert technologique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur le transfert technologique de la sous-traitance à partir quand même de l'expérience de Nike? Par rapport au texte, là on ne voit pas quelque chose par rapport au transfert de technologie. On considère que Nike a 23 000 salariés. Les multinationales, c'est ça aussi le problème. Mais il n'y a pas quand même de garantie de transfert de technologie. Bon, dans les nouvelles conventions de PPP, les gens insistent beaucoup sur ça. L'une des exigences, c'est qu'on vous donne notre autoroute à péage, mais après, il faut qu'il y ait un transfert technologique. Mais Nike, en tant que société mère et société commerciale, a 23 000 salariés dans la communication, on peut intégrer dans le commercial et à la recherche. Oui. Ce qui fait que les chaussures qu'on fait les sous-traitants, c'est le fruit de la recherche de Nike directement. Absolument. Tout à fait. Est-ce que ça vaut de faire
transfert de technologie. Ah mais non, pour le pays. C'est risqué. C'est pour le pays. Ah non, non, non. Mais c'est que vous n'oubliez pas que le transfert de technologie ne veut pas dire que forcément qu'il y a un risque qui est là. Parce que vous savez, en matière d'innovation, plus vous laissez, n'est-ce pas, la technologie antérieure, plus vous vous positionnez dans une autre technologie. Ça aussi, c'est un transfert. Le transfert de technologie n'est pas gratuit. Moi, je ne vais jamais faire du transfert de technologie par rapport aux Asiatiques. Après Nike, ils vont te créer Nico. Oui, ça aussi, ça, on a vu ça. Bon, merci. Dernier groupe rapidement, avant qu'on... Hein? C'est intéressant, le débat est intéressant. Vous savez, on est un peu étranglé par le temps, quoi. Ok, dernier groupe. Avant que... On devait exposer et critiquer les différentes solutions mises en place par Nike pour satisfaire les revendications des différentes parties prenantes. Très bien. Donc, nous avons remarqué que dans le texte, le problème a été exposé. Et donc, ce qui explique la réaction des parties prenantes. Mais ce que Nike a fait pour pallier à ça, ça n'a pas été dit dans le texte. Oui, on vous attend sur ça. C'est-à-dire, en tant que manager, on vous met dans la situation de quel comportement de riposte Nike pourrait avoir, quoi, en tant que dirigeant de Nike. Voilà. On vous a bien dit ça. Hein? Oui. D'accord. Donc, tout d'abord, Nike s'est engagé à récupérer et à recycler des chaussures usagées. Oui. Donc, cela fait, il a pu utiliser le matériau là pour ensuite aller couvrir d'autres terrains sportifs. D'accord, mais est-ce que toujours ça va permettre de faire taire les contestations? Voilà la raison pour laquelle nous allons critiquer la solution là. Donc ça, en fait, c'est une solution qui a été mise en place par Nike. Où? Je n'ai pas compris, moi. Non, parce qu'on dit d'exposer et critiquer les différentes solutions mises en place par Nike. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire il y a des actions de revendication, etc. Maintenant, sur chaque action de riposte, maintenant, Nike doit apporter quand même une solution. Oui, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres que nous allons... Oui, on vous attend sur ça. Voilà. Donc ça a permis de plus ou moins embellir l'image de Nike qui commençait à être gâtée, mais ça n'a pas vraiment répondu au problème. Donc Nike a également interdit le travail forcé des enfants à ses sous-traitants. Ça oui, ça c'est important. Voilà. Donc, oui. là, et en Asie, alors que ce n'est pas un manquement, hein. Le fait de faire travailler un enfant de 15 ans pour nous faire les montres là, etc., c'est ça. Je ne sais. Oui, absolument. Donc là, Nike s'est penché sur... Un respect de la réglementation également et du travail des enfants, oui. Exactement. Oui. Et ça a également montré l'aspect humain que Nike a pris en compte devant le fait que les gens critiquaient ce point-là. Et les actions de RSE, est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir montrer n'est-ce pas, à la population, n'est-ce pas, asiatique que voilà, nous, on ne s'intéresse pas seulement à l'aspect rentabilité commerciale, mais à la rentabilité sociale. Voilà, sur le côté environnement. Construire des écoles, construire des infrastructures hospitalières, etc. Vous ne pensez pas que ça puisse être des solutions? Si. Voilà. Maintenant, bon, dans RSE, il y a aussi l'aspect environnement. Oui. Donc Nike a accepté d'utiliser le coton biologique en plus du coton habituel. Très bien. De façon à préserver un peu plus l'environnement de ces peuples-là. Très bien. Donc, sur ce point-là, Nike a agi également. Très bien. Maintenant, comme dernier point que nous avons pris en compte, c'est que Nike a mis en place des standards minimums, des standards sanitaires et sécuritaires minimums pour ses travailleurs, de façon à montrer qu'ils se souciaient de leur bien-être et de leur santé. Très bien. Vous avez bien fouillé. En tout cas, merci à tous les groupes. Hein. C'est bien. En fait, c'était pour vous mettre dans une situation d'environnement. Alors, juste avant que les gens... Ah, la question 6. Oh là là. Oui, rapidement. Bon, donnez-moi juste 5 minutes, les gars. Hein. Donnez-moi juste 5 minutes parce que vous avez quelque chose à me donner demain matin. Donnez-moi juste 5 minutes, ok? Vous êtes pressé, madame, de partir là, apparemment. Hein? Ah non, il n'y a pas de souci. Donnez-moi 5 minutes. Oui. Hein? Un bon manager doit être patient aussi. Hein? Attendre le marché, quoi. Allez-y rapidement, le dernier groupe. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît, le dernier groupe. La dernière question. On vous écoute. Hein? Donc, pour la sixième... Fermez l'autre micro. Donc, pour la sixième question, donc, on nous a demandé quelle a été l'attitude du dirigeant de Nike face aux pressions de l'environnement. Ouais. Donc, après
après avoir regardé la démarche, nous avons pu faire une petite comparaison. Au niveau des ressources humaines, des ressources de l'organisation, nous avons pu remarquer que le nombre de salariés pour l'activité n'a pas augmenté, donc ils ont resté sur le même nombre. Et aussi, on a supposé que donc, les 600 000 salariés à travers les sous-traitants, donc aussi ça n'a pas évolué. Donc, on a vu que Nike a bien pris en compte les revendications face aux différentes pressions de l'environnement. Donc, il a intégré ces revendications-là dans sa démarche. Maintenant, comment on peut montrer que ces revendications ont été intégrées dans sa démarche? C'est-à-dire qu'on a pu constater que les salariés, que ce soit avec les sous-traitants ou bien que ce soit avec ces 23 000 salariés, ils ont tous continué à travailler et ils ont maintenu la croissance économique de Nike qui était en progression constante. Donc ça veut dire qu'ils ont continué à travailler avec le nombre qu'ils avaient et tout ça montre que donc, leur revendication a été prise en compte par Nike dans leur démarche. Maintenant, sur quel plan? Ces revendications peuvent être prises en compte sur le plan, par exemple, des conditions de travail. C'est-à-dire peut-être pas la réduction de la productivité, mais par exemple peut-être au niveau des salaires proposés aux sous-traitants, au travail des sous-traitants, mais aussi ça peut être comment dirais-je même, les actions de Nike aussi peuvent être senties au niveau des... Comment dire? Ressenti, oui. Oui, peuvent être ressenties au niveau de l'engagement de l'entreprise. C'est-à-dire que Nike peut accepter maintenant de porter une partie des engagements et ne pas laisser assumer aux sous-traitants tous les risques. Donc il y a le respect du principe d'éthique. Hein. Voilà, merci beaucoup. On est un peu coincé par le temps. Maintenant, alors, je veux que chaque groupe, essayez de vous répartir un peu les tâches. Je veux que chaque groupe, 1, 2, 3 groupes, puisse réfléchir sur une veille sur votre secteur d'activité, c'est-à-dire les projets qui ont été présentés ce matin. Je veux que chaque projet puisse quand même faire une veille en disant les indicateurs clés et chiffrés de votre secteur. Le chiffre d'affaires actuellement, si vous avez même l'évolution depuis 5 ans, la rentabilité, ok, le pourcentage dans le PIB, ça il faut donc bien me faire quand même la recherche et une recherche actuelle. Ne me donnez pas des chiffres de 2010. Ne me donnez pas des chiffres de 2010 ou de 2012. Alors, deuxième question, il faut nécessairement me dire quels sont les leaders de votre secteur. Voilà, je pense qu'il faut peut-être faire, n'est-ce pas, capter ça, capturer, et puis voilà. Quelles sont les opportunités du secteur? Alors, on n'attend pas demain pour y travailler. Vous faites la veille aujourd'hui. Et demain, chaque groupe va présenter ça, ok? Voilà, bonne soirée à vous.